Et salut, donc dans cette vidéo ça sera en gros un récapitulatif et explication des nouvelles informations qu'on a eues via le chapitre 13 de Xenoblade Cross et les ramifications que ça a avec le reste de la trilogie. Voilà, j'ai essayé de rester que dans les faits, j'ai sourcé tout ce que je dis, je parle aussi de soucis de traduction, etc. Donc évidemment ça va spoiler, donc toute la trilogie Cross. Et à certains moments, je vais parler du lore de Xenosaga, parce qu'il y a des comparaisons à faire, mais ça sera précisé au début du chapitre. Et voilà, donc si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Vous connaissez le blabla. Et voilà, donc bonne vidéo. Xenoblade Cross fait partie du multivers. Alors, c'était quasi confirmé avec l'épilogue Un avenir commun, avec le Télésia qui rentre dans la faille de brume, mais là il n'y a plus de doute. On a la confirmation que la Terre de Cross et celle de la trilogie sont effectivement différentes. Bon, fallait être sous grosse dose de copium pour croire qu'ils étaient dans le même univers. Donc là, on a vu d'autres plans de la Terre pendant un flashback de Hal où il n'y avait toujours pas d'anneau orbital qu'ils auraient pu ajouter en retcon, je sais pas quoi. Il n'y a pas de station orbitale qui traîne. Aussi, les humains de l'univers de Cross ne connaissent pas le conduit, et en fait, s'ils le connaissaient, ils auraient pu l'utiliser pour mieux comprendre comment fonctionnent les cœurs de l'Ares. Parce que pour eux, tout ça c'est inconnu, hein. Ils apprennent tout pendant le chapitre 13. Du coup, maintenant on peut aussi continuer à faire des parallèles avec les autres Xenos. Donc comme pour la trilogie Saga et Gears, la découverte ou arrivée d'un Zohar équivalent, donc pour Cross c'est les cœurs de l'Ares, a permis à l'humanité de développer leur technologie et commencer une conquête de l'espace. Pour Cross c'était une nécessité. Ce Zohar équivalent a aussi foutu la merde. Pour Saga ça a conduit au scellement de la Jérusalem perdue. Pour la trilogie ça a conduit à la disparition de la Terre à cause de l'expérience de Klaus. Dans Cross, Void et les Ganglions voulaient détruire les descendants des Samar et récupérer l'Ares, ce qui a conduit aussi à l'arrivée des Ghosts et donc à la destruction de la Terre puis l'univers tout entier. Dans Gears, la Terre était devenue une région interdite, mais on sait pas vraiment pourquoi. Peut-être à cause du Zohar, mais on sait pas. Comment est-ce que les Ghosts apparaissent? Donc, les Ghosts semblent apparaître sous une condition, la proximité entre les cœurs de l'Ares et Void. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement à cause de l'Ares, mais on a pas mal d'informations qui ne vont pas dans ce sens dans le jeu. Déjà, c'est dit verbatim par certains personnages que c'est Void et les cœurs de l'Ares qui déclenchent les Ghosts. De plus, ça a pris jusqu'à l'arrivée des Ganglions sur Terre pour que les Ghosts apparaissent. On peut alors me dire que les Ghosts ont réattaqué la Grande Blanche et que c'est ça qui a causé le crash, mais pour ça, ma théorie est que la Grande Blanche était au-dessus de Mira et en fait on y trouve la carcasse du Vita pas très loin vu qu'elle est dans Noctilum. Donc à ce moment-là, il venait sans doute de dépasser une sorte de seuil qui a déclenché l'arrivée des Ghosts. Pareil pour la planète d'Elma, ils avaient le Ares depuis vraiment longtemps, et les cœurs activés depuis un petit bout de temps aussi, et c'est seulement quand Void est arrivé que ça a foutu la merde. J'ajoute aussi que les Ghosts n'ont pas continué à poursuivre la Grande Blanche, car l'Ares venait de se faire transporter dans l'espace entre les mondes, donc il n'y avait plus de problème selon eux. Et aussi les Ghosts n'avaient pas commencé les dématérialisations. Alors du coup on peut se demander pourquoi Void a autant d'impact sur l'apparition des Ghosts. Ma théorie c'est vu que c'est lui qui a distillé les pouvoirs du conduit dans l'Ares, il a été en quelque sorte blacklisté de l'univers. Alors est-ce que c'est l'action de créer des sortes d'émulateurs de conduit qui est interdit, ou c'est qu'il avait des mauvaises intentions en le faisant qui a résulté en ce blacklist? Je sais pas vraiment, je penserais plutôt vers la deuxième option. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que la cosmologie des Xenoblade est différente de celle de Xenosaga. Donc le lien entre les différents univers n'est pas le même. Petit rappel de cosmologie de Saga, bon, ça va spoil un peu la cosmologie de Saga qu'on apprend au fur et à mesure des jeux, mais beaucoup plus explicite dans le Perfect Guide. Donc, dans Saga, les univers, ou plutôt domaines inférieurs, c'est comme ça qu'ils sont appelés, sont reliés seulement via le domaine supérieur. Donc, chaque domaine inférieur a une structure à double couche. En fait, aussi le domaine supérieur a une structure à double couche, hein.
mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc du coup, chaque domaine inférieur a une couche réelle et une couche imaginaire. Pour faire simple, la couche réelle, c'est tout ce qui est physique, et la couche imaginaire, c'est tout ce qui est immatériel, comme les consciences, par exemple les âmes, bref. Donc c'est dans cette couche imaginaire que se trouve l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est l'amalgame des consciences des défunts. Après la mort, normalement, la conscience d'une personne vient s'amalguer avec l'inconscient collectif et perdre tout concept d'individualité. C'est important. Dans Blade, les différents univers sont liés par l'espace entre les mondes. Cet espace semble contenir quelque chose de très similaire à l'inconscient collectif de Saga, et c'est l'abysse. Cet abysse, c'est le point de convergence de toutes les consciences de tous les univers. Et c'est là en fait la différence clé entre la cosmologie de Saga et de Blade, c'est que dans Saga, chaque univers / domaine inférieur a son inconscient collectif qui contient normalement seulement les âmes de ce dit univers. L'inconscient collectif de Blade, l'abysse, contient les consciences de tous les univers. Dans Blade, les univers sont liés par cet abysse, alors que dans Saga, le seul moyen de lier différents domaines inférieurs, c'est de passer par le domaine supérieur. それはあらゆる世界の結節点ということらしい。君たちは知らない。何も知らない。すべての意識が蓄積された全宇宙の中心にある深淵。 Tout ça, ça ajoute encore un problème à la théorie du lien entre Xenosaga et Xenoblade qui sont dans le même univers ou quoi que ce soit, en plus du problème de temporalité des deux Dimitri Yuriev, de la raison de la disparition de la Terre, etc. etc. Donc, les similarités et différences entre les Ghosts et les Gnosis. Donc, les deux entités peuvent transformer les gens en sel. Les Gnosis le font par contact direct alors que les Ghosts y arrivent à distance via un rayon assez bizarre. Les Gnosis sont des entités de la couche imaginaire de Saga qui sont impossibles à toucher normalement, seulement via le point Klein. C'est un point de l'espace où le Gnosis est aussi accessible dans la couche réelle, donc vulnérable aux attaques normales, mais bon voilà, c'est un détail. Donc le meilleur moyen de toucher des Gnosis, c'est de les forcer à avoir une forme dans la couche réelle via l'effet Hilbert pour interagir avec eux. C'est ce que Cosmos a fait dans Xenosaga. Et en fait, les Ghosts, ils n'ont pas ce type de problème. Le seul truc qui les protège, c'est une protection que leurs cœurs ont créée, une sorte de champ de protection. Donc il faut viser les cœurs pour désactiver cette protection et réussir à la toucher. C'est tout. La création du ganglion. Donc tout d'abord, le ganglion, c'est une organisation. Cette organisation contient des êtres artificiels et des races normales. Les races normales sont les races qui ont été forcées à rejoindre le ganglion. Les êtres artificiels sont les premiers individus qui sont rentrés dans l'organisation. Le nom de leur race n'est pas ganglion, contrairement à ce que dit le wiki, c'est pas le nom de leur race. Si on regarde l'artbook de Xenoblade Cross qui était sorti en 2015, la race par exemple de Luxa, c'est inconnu. Mais pour faire simple, on va les appeler les ganglions originaux, comme c'est utilisé dans la traduction anglaise et je crois française aussi. On apprend aussi que c'est Void qui a créé l'organisation et produit les ganglions originaux. Après ça, en fait, le déroulé des événements est assez flou et voici comment je peux essayer d'expliquer comment ça s'est passé avant l'attaque de la planète Delma parce que c'est assez confus dans la tête des gens, ça l'était aussi pour moi. Donc, Void apparaît dans l'univers et rentre dans le Vita. Après, il crée les formes artificielles du ganglion. Ensuite, il parcourt l'univers pour forcer des races à faire partie du ganglion pour avoir une grosse armée qui permet de récupérer le Ares. Ce qui leur permet d'obtenir la réputation du syndicat du crime de la Fédération Samar. Parce que ça prend du temps à avoir cette sorte de réputation pour une fédération qui fait des milliers d'années-lumière. Ensuite, ils attaquent la planète d'Elma et se font goumer par les Ghosts. Pendant les 30 ans où Elma était sur Terre, plus le temps de trajet entre la planète d'Elma et la Terre, les ganglions ont soit continué à récupérer des races puis aller sur Terre, ou sinon ils se sont directement dirigés vers la Terre, mais ça aurait pris 30 ans, ce qui m'étonnerait quand même. C'est induit que les ganglions ont trouvé la Terre grâce à la plaque de Pioneer que l'on voit dans l'intro et pendant la cinématique de combat contre Luxar. Pour revenir à Void, on savait que les gens qui ont créé le Vita vénéraient Void en fait. Donc qui pourraient être ces personnes alors que les ganglions originaux n'existaient pas? Bon, déjà la première chose qui enlève la possible incohérence que c'était des ganglions qui ont créé le Vita, c'est que la technologie du Vita est trop avancée pour les ganglions, donc c'est pas surprenant que ce soit pas eux. Enfin, c'est écrit dans les archives de Mira. Donc j'ai deux hypothèses. C'était d'autres Samar qui respectaient Void en tant que scientifiques probablement, ou sinon c'était des clones radicaux. Leurs technologies sont très avancées car ils ont récupéré beaucoup de la technologie de Samar, donc why not? Et en plus ils ont été introduits avec Nilnel,
Que des radicaux aiment le gars qui a été banni car il était allé un peu trop loin ne m'étonne pas vraiment non plus. Peut-être qu'ils le considéraient comme un martyr même. Alors du coup, voici le principal souci avec le jeu de base avec lequel j'ai beaucoup de mal à raccrocher les wagons. Les ganglions originaux ont un système de sécurité pour éviter qu'ils se rebellent contre les Samars ou descendants. Cependant, en fait, si c'est Void qui les a créés, alors ce système ne sert à rien en fait vu que Void n'a pas de corps physique. Donc, voici plusieurs de mes théories, mais bon. Donc, Void n'a pas dit que c'était lui leur créateur, mais il leur a dit que ce système de sécurité c'était de la faute d'autres Samars, donc faut éliminer leurs descendants. Void a totalement bluffé en faisant croire que son corps était vraiment dans le Vita. Mais bon, pourquoi Luxar aurait-il autant vénéré Void si la raison principale de la prophétie qu'il renie pendant tout le jeu avait été explicitement dite par Void? En plus, pourquoi aurait-il des doutes sur la prophétie si c'était Void lui-même qui l'aurait dit? Alors, Void n'a rien dit du tout, mais au fur et à mesure de leur conquête, ils s'en seraient peut-être rendu compte, via le contact sur le peuple d'Elma peut-être, ou autre peuple descendant des Samars, et ça serait ensuite devenu une sorte de légende. Void aurait ensuite capitalisé dessus pour encore plus encourager l'extermination des descendants des Samars. Parce que Void, il a sans doute une haine envers eux vu qu'il a été emprisonné. Et dernière théorie, la technologie que Void a utilisée pour synthétiser ses races avait déjà ce système de sécurité. Le conduit. Pourquoi les Samars avaient-ils un conduit et est-ce que c'est le même que celui de la trilogie? Est-ce que la couleur veut vraiment dire quelque chose ou pas? À mon avis, en fait, il y a un conduit par univers et c'est essentiellement le même objet. Alors, c'est un multiverse joint. C'est le lien vers l'espace entre les mondes, une porte vers cet espace. Il faudrait bien une porte pour accéder dans chaque univers. Donc, pour moi, c'est pour ça en fait, il y en a un par univers et c'est une porte. Pour la couleur, je pense personnellement que c'était juste un choix artistique pour coller l'ambiance, mais c'était peut-être aussi un outil pour dire ce n'est pas le même conduit que Klaus utilise. Ce qu'on peut comprendre rétroactivement grâce à ces révélations. Pourquoi l'âme de Malos est dans l'épée de haine alors qu'il est mort? Ils ont sans doute eu accès à l'espace entre les mondes et donc ils ont eu accès à l'abysse. Là-bas se trouvent toutes les consciences de tous les êtres vivants des univers, donc il y a aussi celle de Malos. Sa conscience elle est spéciale car c'est une monado, ainsi soit il a réussi à être genre aspiré par Origine, soit ils ont juste réussi à le choper pour je ne sais quelle raison et je ne sais pas comment. Origine mimique l'architecture de l'espace entre les mondes, mais localement. Il y a une prépondérance des particules rondes caractéristiques de la forme des consciences dans l'espace entre les mondes. Qu'on voit là-haut dans la plage, on voit ces particules quand il commence à accepter son sort, on revoit ces particules quand le Ares se transforme en Super Saiyan V-Seeker. La puissance des Omoi. C'est l'élément le plus important pour contrôler le Ares, outre la nécessité d'être fait de chair. アレスに乗るためには体の条件以上に必要なものがある。何だと思う？外れだ。そんなものは後からついてくるに過ぎない。思いだよ。生きようとする強い意志、衝動。 Le Ares utilise ses Omoi pour augmenter sa puissance. Dans Aionios, le power scaling passe par là, comme le dit Naël et Alpha. La forme des cœurs des Ouroboros et du Ares. Dans Xenoblade 3, ces cœurs sont les noyaux des Ouroboros et la forme que prennent les consciences des deux individus. Pour le Ares, ces cœurs servent à transporter les consciences des individus de l'abysse. Il y a donc un réel lien entre ces cœurs-là. Ce n'est pas seulement juste un design similaire. Pour les deux, ça sert de moteur et ça a un lien avec les consciences / Omoi, encore une fois. Les noyaux ont exactement la même forme pour l'Ares et les Ghosts. Est-ce que ça implique que les noyaux des Ghosts seraient composés des consciences rejetées de l'abysse si on veut continuer les parallèles avec les Gnosis? C'est bien possible. Dernier point, j'aime aussi bien la théorie sur la forme de Z qui serait calquée sur Void, qui se trouvait dans l'espace entre les mondes. Ses cornes se trouvent au même endroit que celles des tenues des Samars. Petit point sur les problèmes de traduction qu'il y a eu dans ce chapitre 13. Donc il y a confusion sur s'il y a le corps de Void dans le Vita ou non. C'est explicite qu'il y a seulement la conscience de Void dedans. Il utilise
le Vita comme si c'était son corps physique. Hein. En japonais, Al, il dit 意識だけではなく本体としてあのウィータに乗り込んだ。 ça veut dire en tant que corps principal. En gros, la confusion des traducteurs vient sans doute de là en fait. Parce que Hontai, ça veut dire aussi corps physique. Mais en fait, c'est aussi confirmé dans l'archive de Mira qu'il y a seulement la conscience de Void dans le Vita. Et dans une autre cinématique, carrément, en fait, Al, il dit que le corps de Void, il est encore dans l'entremonde. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre dans la traduction, ils ont totalement rajouté le délire du corps physique dans l'entremonde, alors qu'en Jap, il n'y a rien. アルさん、この前話してた。ああ、狭間の世界から意識だけをウィータにつないでいたんじゃないかっていう推測とは矛盾しないな。 Alors en français, il y a une mauvaise traduction. Quand les lances disent que les Samars sont immortels, eh bien c'est totalement faux en fait. Ce qui est dit, c'est plutôt que la peine de mort est interdite là-bas. En anglais, il n'y a pas de problème de traduction par exemple. Donc c'est pour ça qu'ils emprisonnent sa conscience en fait, parce que la peine de mort est interdite, du coup ils emprisonnent la conscience directement. Donc confusion dans la cinématique où ça parle de la planète d'Elma et de son univers qui est détruit. En fait les gens ils ont compris que c'était deux univers différents, mais si l'univers de la Terre et celui de Elma c'était le même, en fait la phrase ça marche toujours. En Jap il y a moins ce lien direct, donc que l'univers de Elma est détruit. C'est plutôt dit que genre le univers est détruit, même s'ils auraient pu laisser ça au contexte. Voici d'autres exemples qui montrent que sa planète vient du même univers que nous. Elle connaissait déjà la Terre et comptait y aller en partant de sa planète. Si c'était un autre univers, comment aurait-elle pu savoir où aller en fait? Elle ne semblait même pas vraiment être au courant du multivers. Peut-être qu'elle savait que les Samars venaient initialement d'un autre univers, mais c'est tout. Aussi, elle disait que sa planète se trouvait aux extrémités de l'univers, tout en sachant où était la Terre. Si elle savait que c'était deux univers différents, elle l'aurait directement dit en fait. L'importance des avatars. Dans Xenoblade 1 et dans le DLC de Xenoblade 3, avoir un avatar permettait à une entité supérieure de posséder une personne physique. なんであの小僧についている？あるんだよね、理由が。アルファがこの世界で力を行使するにはよりしろが必要なんだ。そう、かつての君とザンザンのように。それがマシューの。こいつ、あの時よりはるかに力を。よりしろだ。Dans Xenoblade Cross, le Vita est l'avatar de Void. C'est dit plusieurs fois. 肉体はなくなっていたが、奴を信仰する者たちによって作られた器、ウィータをよりしろとして現出した。À la fin, quand il absorbe l'Ares et Al, ça devient son nouvel avatar et il devient le truc tout bleu. 私は超越お前そして新たなよりしろとともに Dans Xenoblade 1, Alvis dit que Meinas et Zanza ont besoin d'un avatar pour pouvoir vivre éternellement, parce que juste l'âme, bah c'est pas assez. 僕が決める。ザンザやメイナスは自身の存続のために自らが生み出した生命をよりしろとし、新たな肉体を得なければならない。魂だけでは永遠に存在することはできないんだ。 Et en fait, c'est assez intéressant de lire ça avec ce qu'on apprend dans le chapitre 13. Est-ce que sans avatar, Meinas et Zanza auraient été aspirés entre guillemets par l'inconscient collectif au bout d'un certain temps? Je pense que la notion d'avatar va être encore utilisée dans les prochaines Xenoblade, parce que là, on retrouve vraiment beaucoup de fois le terme en japonais Yorishiro, hein, qui est le même qui a été utilisé donc, depuis Xenoblade 1, parce que dans la traduction, ils n'ont pas utilisé avatar quand Alvis parlait de ça. La planète à la fin d'un avenir retrouvé. Bah on sait pas. Bon, allez, dans certains plans, on ne voit même pas l'anneau dans Cross en fait, quand la caméra elle est pile axée, donc on pourrait discuter que la vue dans le DLC de Xenoblade 3, où on voit la planète de loin, bah en fait c'était juste que c'était axé, du coup on voyait pas l'anneau. Mais bon, peut-être que c'est juste un changement de design, c'est probablement juste pas la même planète, et ça restera en stock s'ils font un Cross 2 dans une autre planète. La planète Mira. On ne sait pas pourquoi les xénoformes se comprennent sur Mira, et même après, parce qu'en fait Tatsu comprend encore ce qu'on dit quand on arrive dans l'autre univers. Peut-être que toutes les consciences se sont connectées via l'abysse sur Mira, et donc maintenant ils se comprennent. Elma pense que c'est les intentions qui se transmettent. Mais du coup pourquoi? Genre les Mimioso qui arrivent, ça a foutu le bordel, parce que c'est eux qui sont connectés directement, et du coup ça a connecté tout Mira, c'est la planète qui connecte tout le monde. La planète, elle aide les entités à communiquer entre elles vu qu'elles sont obligées d'y rester peut-être. Parce que c'est impossible de partir, hein, donc
pourquoi autant de races arrivent sur Mira? C'est sans doute à cause de la destruction de l'univers initial. Le phénomène qui empêche les gens de sortir fait la taille de 3 jours-lumière. Mais je pense que l'univers de Mira est plus grand que ça parce que la Grande Blanche a bien voyagé 2 ans. À part s'il y a eu un souci temporel à cause de la destruction de l'univers, c'est bien possible ça aussi. D'ailleurs, c'est à cause de ce phénomène autour de Mira que la première solution face aux dématérialisations, c'est de se barrer de l'univers plutôt que juste quitter la planète. C'est juste impossible de partir trop loin, donc la seule option c'est de se casser l'univers directement. Ça aurait pu être plus explicite que les membres de Blade savaient ça, mais bon. En tout cas, je vois que ça comme explication, vu que les Ghosts vont juste détruire la planète grâce aux dématérialisations. La destruction de l'univers de la Terre, c'était peut-être une réaction entre une arme des Ghosts et des ganglions. Je crois qu'ils utilisaient des bombes antimatière, donc why not, hein. C'est même possible que le Ares ait fait quelque chose et que ça a fait une réaction encore plus puissante. Parce que c'est bien le choc entre le Ares et une attaque des Ghosts qui a transporté Hal dans l'espace entre les mondes. C'était localement, parce que là, c'était pas assez puissant. Peut-être que si c'était trop puissant, ça fait une réaction en chaîne et c'est tout l'univers qui passe. Après, ces derniers points, c'est peut-être juste des oublis des devs, hein, c'est bien possible. Mais bon, en fait, vu comment Takahashi a l'habitude de tellement détailler comment ces univers fonctionnent, ça m'étonnerait un peu. Il y a quand même eu le retcon du scale tandem, à part si c'était juste un autre scale, mais si c'était ça, il faut plus penser aux side story qui disaient explicitement que le héros et Elma étaient dans ce scale pendant la bataille au-dessus de Mira. Après, vu que les side stories, c'était pas Takahashi qui les a écrites, on peut se dire que c'est pas très grave si ça a été supprimé. Aussi, pour l'histoire de Cross sur Wii U, Takahashi n'est même pas crédité au scénario, vu comment il y a eu des changements de plan, donc c'est peut-être qu'il a fait un peu le ménage pour la suite. Je vous conseille de lire l'article que Lugal Banda a écrit à la suite du chapitre 13, c'est très intéressant à lire. Et voilà, c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'ai pensé à expliquer par rapport aux révélations du chapitre 13. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des trucs aussi. S'il y a des choses à redire ou des informations en plus, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si j'ai écrit de la merde, par exemple, c'est possible. Ou même des conseils par rapport au format, etc. Parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, écrire un commentaire, vous abonner, ça fait plaisir. Voilà, je fais le mendiant, mais voilà, ça aide beaucoup, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos, par exemple celle que j'ai faite sur les OST de Xenoblade 3. Il y a beaucoup d'informations intéressantes sur les compositeurs, etc. Les titres japonais des musiques, parce qu'ils ont un sens important. Et aussi mes 2 vidéos sur la définitive édition de Xenoblade Cross, parce que la vidéo du chapitre 13 elle est un peu bidée par rapport aux autres, pourtant elle est cool. Voilà, je fais le mendiant encore, mais voilà. J'ai plein d'autres idées de vidéos comme d'hab, mais par exemple celle-là, ça fait 3 mois que j'ai fini le script en fait, mais j'ai pris tellement de temps à faire le montage parce que je suis un flemmard, enfin bref. Donc si je la motive, il y aura d'autres vidéos intéressantes, en tout cas que je trouve intéressantes. Donc voilà, merci et à bientôt.